Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, un dialogue national est annoncé entre avril et juin 2024. Se voulant inclusif, les citoyens sont appelés à formuler leurs recommandations. Celles-ci aboutiront à la production d'une synthèse qui constituera la base des consultations. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 10 octobre vit ses dernières heures au Libéria. 20 candidats, dont le président George Weah, sont en lice. Le chef de l'État sortant qui promet de poursuivre ses actions en faveur du développement. Et puis la source jeune au chevet des sinistrés du séisme au Maroc. L'ONG a lancé une campagne de récolte de fonds pour contribuer au financement des besoins humanitaires. Son président Younes El Adli est avec nous sur ce plateau pour en parler. Mais tout d'abord, les tensions toujours aussi vives entre la France et le Niger. Selon Mohamed Toumba, le ministre de l'Intérieur nigérien, la France n'est pas dans une logique de quitter le territoire. Pire encore, il accuse les militaires français de vouloir déstabiliser le Niger. Les autorités de transition affirment par ailleurs que le nombre de militaires français présents sur le sol se chiffre à plus de 3000. Une présence qui aurait pour objectif de créer la division, des accusations qui interviennent au lendemain de la mort d'au moins 60 militaires nigériens dans des attaques terroristes au nord. Pour l'heure, les autorités françaises n'ont pas encore réagi. Quel diagnostic faites-vous de la situation générale du pays et que proposez-vous comme solution? Telles sont les questions auxquelles les Gabonais sont invités à répondre dans la perspective d'un dialogue national. Un dialogue qui se veut donc inclusif et qui devrait avoir lieu entre avril et mai 2024. Les concernés ont jusqu'au 30 novembre pour soumettre leurs propositions. Mais d'ores et déjà, le Conseil national de la démocratie plaide pour la suppression du Sénat. Plus de détails avec Nathalie Maud. Au Gabon, le gouvernement de transition a lancé un appel à contribution au dialogue national. Répondant à l'invite de l'exécutif, le Conseil national de la démocratie, organe indépendant d'observation de la gouvernance, a proposé des réformes institutionnelles. L'autorité administrative gabonaise recommande la suppression du Sénat, le remplacement du Centre gabonais des élections par une commission indépendante ou encore le retour du scrutin à 2 tours, ont informé des médias locaux le 3 octobre 2023. Les mesures de suppression et ou de remplacement de certaines institutions par le Conseil national de la démocratie constituent a priori une avancée vers la restauration institutionnelle gabonaise, mais aussi et surtout un pas vers la consolidation de la démocratie dans ce pays. Dans un communiqué du 2 octobre 2023, le Premier ministre de transition Raymond Dongsima a indiqué que les contributions des citoyens du pays et de la diaspora vont participer à la réécriture d'une nouvelle constitution. Pour les autorités gabonaises, la révision de la constitution représente l'un des axes majeurs de la restauration des institutions. Le gouvernement de transition, à travers cet appel à contribution, tend à faire montre de sa volonté non seulement de prendre le peuple à témoin dans le processus de refonte institutionnelle souhaité, mais aussi à impliquer ce dernier en tant que partie prenante, soit un acteur de ce processus. Le gouvernement de transition du Gabon se veut inclusif dans le processus de préparation du dialogue national. Les contributions des Gabonais de tous les âges sont attendues jusqu'au 30 novembre 2023, a déclaré le Premier ministre Raymond Dongsima. Le dialogue national annoncé pour le second trimestre 2024 devrait permettre de définir la feuille de route de la transition au Gabon. La campagne électorale pour les élections générales du 10 octobre touche à sa fin au Libéria. Les candidats sillonnent le pays à la conquête des électeurs. Et dans cette dynamique, le président sortant George Weah s'appuie sur les progrès enregistrés sur le plan du développement des infrastructures et de l'éducation notamment. On fait le point tout de suite avec Amenedi. Au Libéria, le président George Weah s'est officiellement lancé dans la course à la magistrature suprême le 7 septembre 2023 à Monrovia dans le cadre des élections générales prévues le 10 octobre 2023. Ceci au terme d'un mandat de 6 ans passé à la tête du pays est marqué par des réalisations notables en matière de développement des infrastructures, d'éducation, de la liberté d'expression et de la stabilité macroéconomique. Des efforts pour lui qui ont abouti à l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et des jeunes et leur participation aux sphères de décision. Le président Weah avait
lors de son élection, soulevait un tel espoir que c'était clair que les populations, que ceux qui l'ont élu allaient être déçus parce que l'espoir était beaucoup trop haut. Son plus grand échec a été la réforme de la Constitution qui n'a pas réussi à mener à bien. Un grand succès qu'on lui reconnaît, c'est la baisse et l'annulation des frais d'inscription à l'université qui a permis à des jeunes de pouvoir justement engager des études supérieures. Seulement, cet accroissement des jeunes au niveau universitaire ne s'est pas accompagné d'une amélioration des conditions d'enseignement. Ce qui fait que ça fait une sorte d'entonnoir, un goulot d'étranglement et ça a rendu cette réforme moins efficace que ce qu'il ne l'avait souhaité. Élu en 2017 avec 61,5% des voix, le président sortant Georges Weah, dans la perspective d'un éventuel second mandat, définit comme priorité la poursuite de la lutte contre la corruption et des projets de développement d'infrastructures dans les domaines tels que l'énergie, l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Il entend également continuer à investir dans l'éducation en mettant l'accent sur la formation professionnelle et technique. Ceci afin de mieux lutter contre le chômage, dont le taux était estimé en 2021 à 4,1% de la population active selon la Banque africaine de développement. Mais ce qu'on peut mettre à son actif, et ça c'est très important, c'est la stabilité du pays. Ce pays a connu 2 guerres civiles. Sa prédécesseur avait réussi à ramener la paix et il a maintenu la paix. Et il n'y a pas eu de guerre civile, il n'y a pas de mort. Je pense qu'au-delà de tout, c'est ça la valeur ajoutée de Georges Weah. Délaissant le football depuis plus de 10 ans pour se consacrer à la politique, Georges Weah, né le 1er octobre 1966 à Monrovia, est le seul joueur africain à avoir obtenu le Ballon d'Or en 1995. À l'âge de 51 ans, l'homme est pour la 3e fois candidat à la présidentielle sous l'égide du Parti du Congrès pour le changement démocratique, CDC, pour un Libéria meilleur. De Lagos à Tunis, d'Abidjan à Kinshasa, les États africains se sont depuis le début de l'année résolus à réduire, voire à supprimer totalement toute forme de subvention aux produits pétroliers. Ceci dans le souci de privilégier les secteurs de base tels que la santé, l'éducation et les infrastructures. Au Cameroun, l'enveloppe a été réduite de moitié en passant de 700 à 350 milliards de francs CFA. Les détails dans ce sujet de Joël Mbalo. Au vu de la situation économique qui prévaut au Cameroun, l'État a investi 350 milliards de francs CFA en 2023 pour subventionner les prix du carburant à la pompe, contre 700 milliards de francs CFA en 2022. Selon Samuel Tella, directeur de la trésorerie, en diminuant de 50% les subventions de carburant, les autorités nationales ambitionnent de limiter les tensions de trésorerie et orienter ces ressources vers le développement des énergies renouvelables telles que prescrit par le Fonds monétaire international. Le relèvement du prix du prix des hydrocarbures, du prix des carburants à la pompe visait donc à réduire le volume de la subvention que l'État affectait à cette catégorie de dépenses. Et ça permettrait donc de dégager des marges budgétaires nécessaires pour financer d'autres projets de développement. Avec la réduction de la subvention aux hydrocarbures, le prix du carburant à la pompe est passé de 630 francs CFA à 764 francs CFA pour le super et de 575 francs CFA à 697 francs CFA pour le gasoil. Le niveau général des prix au Cameroun a augmenté de 7,4% en août 2023, principalement en raison de la flambée des coûts de transport qui ont augmenté de 16,8% et des prix des produits alimentaires qui ont connu une hausse moyenne annuelle de 10,9%. JP Morgan a publié cette semaine une analyse prévisionnelle des cours du baril de pétrole qui pourrait atteindre, voire dépasser les $100 d'ici la fin de l'année. Alors si cette prévision se réalise, cela aura pour principale conséquence pour le Cameroun l'augmentation du volume des subventions à payer pour les produits pétroliers si le prix est maintenu en l'état. Et l'augmentation sera largement en dépassement de la prévision budgétaire. Avec cette stratégie, le Cameroun anticipe sur la suggestion du Fonds monétaire international pour qui la subvention des produits pétroliers reste un frein à l'investissement public. Ainsi, pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035, le gouvernement s'est engagé dans la réalisation de plusieurs projets structurants avec pour objectif améliorer la vie des citoyens. Air Algérie à la conquête du ciel africain. Le transporteur qui dessert actuellement 46 destinations internationales, dont 9 africaines, annonce l'ajout dès le 12 octobre prochain de Douala, capitale économique du Cameroun, à son réseau, à l'occasion de renforcer les liens entre les deux pays et notamment sur le plan économique. Explication avec Nana Kamsoukom.
L'ouverture de cette liaison aérienne entre le Cameroun et l'Algérie devrait permettre de dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays. Air Algérie envisage d'entrer sur le marché camerounais depuis 2019, selon l'autorité aéronautique du Cameroun qui lui a accordé les droits de 3e et 4e liberté pour opérer des vols vers le Cameroun. D'après la CCAA, la compagnie algérienne avait déposé une demande d'approbation de programme pour les services aériens internationaux réguliers dans le but de faciliter les échanges commerciaux et améliorer son secteur de transport aérien. Cette nouvelle décès d'Air Algérie vers le Cameroun aura pour nature à davantage renforcer les liens économiques entre les deux pays, mais surtout créer ce pont de coopération multiforme entre l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, dont le Cameroun est le poumon économique. Ce couloir aérien offrira plus d'options de voyage pour les passagers au départ du Cameroun, qui pourraient dès lors profiter de l'important réseau international d'Air Algérie, notamment vers l'Europe, mais aussi les Amériques et l'Asie. Selon les données des douanes camerounaises, les échanges avec l'Algérie ont été dynamiques en 2022. Ils ont officiellement cumulé 55,7 milliards de francs CFA, la balance commerciale étant largement positive pour le pays d'Afrique du Nord. Plus précisément, l'Algérie a exporté vers le Cameroun un volume record de 719 600 tonnes de marchandises pour une valeur de 52,4 milliards de francs CFA. Le Cameroun, quant à lui, n'a exporté que 2700 tonnes de marchandises vers l'Algérie pour un montant de 3,3 milliards de francs CFA. Cette route naturellement vient conforter l'attractivité du hub de Douala, qui se positionne plus que jamais comme une niche de marché naturel pour les compagnies internationales. En effet, une fois lancée, Air Algérie deviendra la 3e compagnie d'Afrique du Nord, après Royal Air Maroc et Egypte Air, à desservir la nation d'Afrique centrale. Les données douanières révèlent également que les échanges entre les deux pays se limitent à quelques marchandises. Les exportations algériennes vers le Cameroun sont principalement constituée de mâche-fer. Cette matière première utilisée dans la fabrication du ciment représente 97,6% des exportations algériennes vers le Cameroun entre 2020 et 2022. Le Cameroun, quant à lui, vend essentiellement à l'Algérie du café et de la pâte de cacao. L'ouverture des liaisons aériennes apparaît comme une opportunité pour diversifier les échanges entre les deux pays. Consécration pour le chercheur américano-tunisien Mangui Bawendi. Il a été récompensé ce mercredi du prix Nobel de chimie aux côtés de l'américain Louis Bross et du russe Alexei Ekimov. Le jury a salué leurs travaux sur la découverte et la synthèse de points quantiques. Il s'agit de nanocristaux de semi-conducteurs capables de convertir un spectre de lumière entrant en une fréquence d'énergie différente. Ces derniers sont notamment utilisés dans les écrans de télévision LED, les panneaux solaires ou encore dans l'imagerie médicale. Dans le reste de l'actualité, la vie reprend progressivement son cours à Marrakech et ses environs, près d'un mois après le séisme qui a fait quelques 3000 morts. Pour retrouver l'élan d'avant-catastrophe, les activités reprennent peu à peu et ceci grâce à une impressionnante mobilisation nationale et internationale. Pour autant, les besoins humanitaires restent immenses et c'est dans une démarche solidaire que Younes El Adli, président de l'ONG La Source Jeune, a lancé une collecte de fonds. Il est avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors on l'a dit, suite au séisme qui a frappé le Maroc début septembre, vous avez lancé une levée de fonds à travers votre association La Source Jeune. L'objectif étant d'apporter une aide aux sinistrés. Où en êtes-vous et quel bilan à ce jour ? Eh bien, nous avons été parmi les premières associations à faire appel à la générosité du public, notamment à relayer publiquement notre demande de participation aux donateurs, qu'ils soient en France ou sur l'étendue du territoire européen. Et fort est à constater que nous avons récolté près de 600 000 euros de dons qui nous ont été affectés afin de participer à l'opération d'urgence dans un premier temps, puis dans un second temps, dans l'opération de reconstruction des zones sinistrées. Vous parlez d'opération d'urgence. Selon les dernières estimations, les dégâts matériels se situent entre 1 et 10 milliards de dollars. Quels sont à ce jour les besoins immédiats sur le terrain ? Eh bien, les besoins immédiats sont fluctuants en fonction de plusieurs paramètres. Le premier d'entre eux est la météo, étant donné le fait que nous agissons dans des régions qui sont très reculées et où le climat est assez variable en fonction des jours et en fonction même de la saisonnalité. Donc, les tout premiers besoins en urgence, ça a été des besoins de première nécessité, des kits de survie, des kits de premiers soins, de l'alimentaire également, parce que beaucoup de gens se sont retrouvés coupés totalement du monde. Et puis par la suite, ça a été d'apporter des couvertures, des vêtements
et des éléments pour pouvoir s'abriter. Ça a été la seconde étape. Et là, nous sommes en train de travailler justement à ces phases de reconstruction, soit en solide, ou soit sur des zones où on peut mettre du préfabriqué, afin de permettre aux gens d'avoir des abris de fortune un peu plus décents que simplement des tentes qui sont cousues, je dirais, en urgence. Alors on a vu un impressionnant élan de solidarité internationale suite à cette catastrophe, avec des propositions d'assistance qui sont venues de partout dans le monde. On l'a dit, les besoins sont immenses. Pour autant, le Royaume n'a accepté l'aide que de 4 pays. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Écoutez, nous sommes là pour faire de l'humanitaire, et nous sommes dans l'humanitaire, on fait de l'humain, et nous laissons la politique aux politiciens. Nous ne pouvons pas, entre guillemets, commenter ce type de décision de la part du royaume chérifien ou de tel autre royaume. Toutefois, nous, ce que nous avons vu, c'est que bien que nous sommes une association française, nous avons pu travailler avec les autorités sur place, nous avons pu travailler avec les sociétés, les associations locales, et les bras nous étaient grands ouverts, et au contraire, notre aide et notre sollicitation étaient la bienvenue. Alors, le gouvernement marocain a annoncé ces dernières heures l'attribution d'une aide d'urgence qui a été fixée à 2500 dirhams mensuels et pendant une année pour les sinistrés. Et un fonds spécial de 2,5 milliards de dirhams a également été alloué à la reconstruction via le fonds dédié à la gestion des impacts du séisme. Comment, de manière générale, vous appréciez la réponse qui a été apportée par le Maroc suite à cette catastrophe ? Eh bien, nous pensons qu'elle est à la hauteur du sinistre, et nous espérons qu'elle pourra nous aider nous-mêmes dans notre travail associatif. Car pour être transparent, dès les premiers jours, on s'est rendu compte qu'il y avait des sollicitations qui étaient extrêmement importantes, trop importantes. Et au fil du temps, nous avons pu petit à petit sur le terrain coordonner nos efforts en collaboration avec les autorités, mais également avec les autres associations qui sont venues sur place, qu'elles soient françaises, locales ou internationales. Il y a eu une générosité très grande, et c'est cette collaboration qui a permis ou qui permet maintenant aux autorités de pouvoir travailler comme il se doit. Alors, compte tenu de votre champ d'action à travers l'association Sources Jeunes, quels sont aujourd'hui les chantiers prioritaires pour vous sur le terrain ? Alors, la priorité 0, et elle a été très vite prise par les autorités à bras-le-corps marocaines, c'était la petite enfance, et notamment les orphelins. Nous avons eu des échos à plusieurs reprises que des personnes mal intentionnées, vous savez, c'est souvent les 1% qui cachent la forêt, cherchaient à profiter de cette occasion pour pouvoir peut-être s'accaparer des enfants ou autres. Et ça a été très rapidement pris en charge par Sa Majesté le Roi du Maroc, et qui a mis en place toutes les procédures pour pouvoir protéger ces personnes et en faire des pupilles de la nation. Là, puis il y a eu un élan de solidarité nationale et internationale qui a apporté les premières nécessités. Là, concrètement, l'urgence, c'est de pouvoir reconstruire et de permettre à ces personnes de pouvoir avoir des habitations décentes. On a également aussi des personnes de notre association qui ont travaillé dans le déblaiement des ruines et qui ont sorti des corps de sous les ruines. Et ça a été une étape très, très traumatisante pour certains d'entre eux. Mais ça a apporté beaucoup de réconfort aux populations sur place, parce que beaucoup de gens, en fait, lorsque leur maison s'est détruite, c'est toute leur vie. Il y avait tout, il y avait leur économie. Vous savez très bien, c'est une économie informelle. Les gens n'ont pas de compte bancaire, leurs économies sont à la maison, leurs documents sont à la maison, leurs papiers d'héritage qui démontraient que leur terre leur appartient sont tout. Il n'y a pas de numérisation encore. Il y a beaucoup de choses à faire dans nos pays. Et ce qui fait que le fait de pouvoir venir et de les aider sur place, ça a apporté un réconfort grand. Alors, ce genre d'initiative, je parle des collectes de fonds, se heurte parfois à une certaine frilosité, parce que les gens se demandent bien évidemment où vont les fonds. Comment est-ce que vous garantissez justement la sécurité ? Comment vous rassurez les personnes qui aujourd'hui aimeraient peut-être contribuer, mais qui hésitent un petit peu parce qu'il y a souvent une forme d'opacité autour de ce genre d'initiative ? Que leur répondez-vous ? Alors, moi, ce que je conseille à toute personne, qu'elle souhaite donner à la Source Jeune ou à n'importe quelle autre ONG à travers le monde, c'est premièrement de se renseigner sur cette association. Deuxièmement, de voir si cette association émet des rapports de campagne. C'est une chose qui est obligatoire, c'est l'élément de transparence. Et nous, au sein de l'association, nous avons une doctrine qui nous impose, où nous sommes imposés pour chaque opération humanitaire d'urgence, de redistribuer l'intégralité des fonds que nous recevons.
Sur toute l'année, on a des frais de fonctionnement qui sont aux alentours de 5 à 7%, qui permettent à l'association tout simplement de subvenir à ses besoins, de payer tous ses frais, etc. Mais là, sur cette opération-là, l'intégralité des fonds que nous avons reçus ont été redistribués. Et nous avons même mis en place pour la première fois un rapport de campagne digital et numérisé où on a mis en place une carte numérique où les gens peuvent voir dans chaque, on appelle ça des douars, vous savez, c'est les petits villages au Maroc, dans les montagnes, dans chaque douar, quelle aide nous avons apporté, et ils peuvent circuler sur la carte pour voir réellement comment leur don a impacté la vie des gens outre-Méditerranée. Ce qui m'amène à la question suivante, comment contribuer à cette initiative? Eh bien, il suffit d'aller sur notre site web, lasourcejeune.fr, et de contribuer à hauteur que la personne souhaite, tout en sachant que nous sommes reconnus d'utilité, d'intérêt général en France, donc nous pouvons permettre aux donateurs d'avoir un reçu fiscal à hauteur de 66% de leurs dons. Donc www.lasourcejeune.com. .fr. Merci infiniment, Monsieur Younes El Adli, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'ONG La Source Jeune. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'info continue.